Ce qu'ils vont nous dire, c'est l'actualité, parce qu'ils sont innovés sur un ancien projet que déjà on est en train de développer depuis des années. Mais vraiment, aujourd'hui, il y a quelque chose de nouvel que ça nous encourage et aussi l'opportunité qu'aujourd'hui ne sont pas la même chose les systèmes de santé qu'auparavant. Alors, c'est bon la présentation, non? Merci beaucoup à Antonio pour l'introduction. Et comme il a évoqué, le Niger, on va capitaliser l'approche sur l'appui psychosocial qui est intégré dans la prise en charge de la malnutrition aiguë sévère et surtout pour les cas de Niger au niveau des CRENI, les cas qui ont des complications. Donc la zone d'intervention, on le met dans 3 districts sanitaires, notamment le district sanitaire de Keita Bouza dans la région de Tawa et le district sanitaire de Mayaï dans la région de Maradi. Donc comme partenaires ou tous ceux qui sont impliqués, notamment il y a Action contre la faim, et les 3 districts sanitaires à travers les équipes cadres du district, mais aussi il y a les services de population, de promotion de la femme et protection de l'enfant au niveau de chaque département, notamment les services de la protection de l'enfant. Et également, souvent, nous avons des difficultés, surtout des mères qui ont des parents qui ont des maltraitances à l'endroit des enfants. Donc, nous impliquons aussi les comités de protection judiciaire juvénile au niveau de chaque département. Donc, c'est une activité intégrée santé, nutrition. Donc voilà nos zones d'intervention. Donc en bleu, ce sont les 3 districts sanitaires. Et Keita, nous avons 16 CCI. Les CCI, ce sont des centres de santé intégrés, donc les centres de santé communautaires, avec un hôpital de district où loge l'hôpital, où il existe les CRENI pour le traitement des cas compliqués. À Bouza, nous intervenons dans 14 CCI avec un hôpital de district. Et à Mayaï, dans 35 CCI, dans 35 centres de santé communautaires avec un hôpital du district. Et au Niger, la malnutrition est vraiment une situation très préoccupante. Et si nous regardons les prévalences de la malnutrition dans les 5 dernières années, et le taux est vraiment au-dessus des 10%. La prévalence de la malnutrition aiguë globale. Et vous voyez par ces chiffres, et selon les résultats préliminaires des données et de la SMART 2018 qui a été réalisée en octobre, et pour la région de Tawa où existent les 2 districts sanitaires Keita et Mayaï, la prévalence de la masse est à 3,5%, qui est vraiment qui est au-dessus du seuil d'urgence. Et au niveau de Maradi, la masse est à 3,7%. Par ces chiffres, c'est pour vous évoquer que chaque année, vraiment, les cas attendus sont vraiment très, très élevés au Niger. Et aussi, on a un problème de couverture sanitaire. Et c'est qu'un habitant qui a accès à une structure de santé située à moins de 5%. Et pour Keita, nous sommes à 58%. Et Bouza, nous sommes à 38%. Et à Maï, nous sommes à 35%. Pour un taux national qui est autour de 48%. Et une enquête SLIC avait été réalisée en décembre 2016 au niveau des 2 districts sanitaires Mayaï et Keita. Nous voyons que la couverture thérapeutique est à 41,2%, qui est vraiment en dessous du taux de sphère qui est attendu en milieu rural, qui est du sphère qui est à 50% en milieu rural. Et vous voyez, j'ai déjà évoqué le burden, par exemple, les cas attendus en 2018, c'était 29 442 cas attendus et sur lesquels, au niveau des 3 districts sanitaires, nous avons admis 28 718 et sur lesquels plus de 2400 cas de malnutris qui avaient des complications médicales qui ont été hospitalisés au niveau des greniers. Donc voilà un peu, ça c'est les contextes pour pouvoir faire l'introduction. Donc je vais laisser Mariam pour évoquer sur l'activité psychosociale au niveau des 3 districts sanitaires. Alors, merci docteur. Bonjour à tout le monde. C'est pour moi un honneur de me présenter ici et de vous
avec vous l'expérience du Niger sur la prise en charge psychosociale dans le cadre de la malnutrition chez l'enfant. J'avais bien voulu vous avoir en forme, pas somnolent, mais on va débuter par un exercice que je vais inviter monsieur, s'il vous plaît. Et j'invite tout le monde aussi à regarder par là. J'aimerais bien que vous me décrivez ce que vous voyez ici, sur la photo. Ouais. Ok. Ah, d'accord. Donc, je disais tantôt que je vois effectivement une femme avec son enfant. J'espère que c'est son enfant. Et l'enfant, effectivement, a un regard assez figé. Et les yeux, en tout cas, sont très saillants. Et la dame a l'air heureuse de voir son enfant comme ça. Ok. Quelqu'un pour donner ses impressions? Bien, je pense que c'est vrai pour l'enfant, le regard est là, mais j'ai l'impression que la maman est en train de vouloir bercer l'enfant. Ok. Bien sûr. Je vois que l'enfant ne sourit pas vraiment, même à côté de sa, entre guillemets, maman, elle ne sourit pas, il ne sourit pas. Son regard là dit beaucoup de choses. On dirait qu'il est en besoin, il attend des choses. En tout cas, c'est pas comme il n'a pas tout ce qui, il n'est pas à l'aise quoi. Madame? Oui? Je pense que la maman est en train d'embrasser l'enfant, elle est en train de chercher à motiver l'enfant. Je vais. Oui, oui. Docteur? Ok, merci beaucoup. Sur cette photo, moi, je vois une maman avec son enfant, mais quand on regarde un peu l'enfant, cet enfant est un enfant malade. On sent que c'est un enfant malnutri, même à vue d'œil. Et la maman est en train d'embrasser l'enfant pour stimuler l'enfant, à mon avis. Merci. Vous aussi. C'est un téléphone. D'accord, donc je pense que effectivement Kadiatou l'a dit, c'est un enfant malnutri, vraiment malnutri, mais la maman est en train quand même de la soutenir de façon très très affectueuse, parce qu'on voit qu'elle est en train de l'embrasser, de la tenir entre ses mains. C'est ça, merci. Merci pour, pour toutes vos interventions. Et donc, vous venez de décrire l'aspect visible de la chose. Pour moi, je vois un enfant dont les yeux sont remplis d'espoir. Pourquoi? D'espoir parce que là, il a l'espoir de survivre en comptant sur quoi? Sur un médicament, un remède très puissant, qui est l'amour, l'affection maternelle. Voilà moi ce que je vois, à travers le regard de cet enfant. Alors je vais débuter mon exposé ainsi. La prise en charge psychosociale est intégrée dans la prise en charge de la malnutrition au Niger. Et pourquoi la prise en charge psychosociale? Je crois que ce matin, Fanta l'a évoqué dans son introduction, la majeure partie des protocoles en font cas de la prise en charge psychosociale dans la prise en charge de la malnutrition, mais rares sont les ONG qui les appliquent. Et même si elles le font, c'est de façon vraiment superficielle. Donc, pour moi, la prise en charge psychosociale, c'est un défi. C'est le premier point que je peux dire, c'est un défi que je continue à relever dans mon pays. Il n'y a pas beaucoup d'études qui ont été effectuées entre le lien entre la malnutrition et la psychologie. Je peux le dire avec fierté.
au niveau du Niger, j'étais la première du point de vue académique à explorer ce domaine-là. J'ai porté une étude sur l'effet de la malnutrition sur le développement sensorimoteur des enfants. Et dans le cadre de l'appui psychosocial pour Action contre la faim, au niveau du village de Mayaï. Donc, quand la malnutrition, l'objectif visé par cette approche, lorsque la malnutrition s'installe chez l'enfant, vous allez constater que cet enfant-là, il vient juste de le dire, il ne joue plus, il ne réagit plus. Des fois, il n'avoue à rien, il devient léthargique, il s'affaiblit. Et lorsque ces différents aspects se développent chez l'enfant, vous allez constater que la maman a tendance à mettre des distances entre elle et son enfant. Dès qu'elle approche la nourriture pour donner à son enfant, s'il détourne la tête pour elle, l'enfant n'a pas besoin de nourriture. Donc elle laisse tomber. C'est comme ça que l'enfant évolue dans un cercle vicieux de malnutrition. Et là, c'est la relation mère-enfant qui est complètement perturbée. Et quand il y a perturbation de la relation mère-enfant, l'enfant se referme sur lui. Et ça crée des troubles que vous ne pouvez même pas imaginer. On parle seulement du traitement clinique, du traitement nutritionnel. Mais on ne prend pas en compte le traitement psychologique. Je viendrai à l'importance de ce traitement-là. Vous allez voir au final et dans le chapitre valeur ajoutée. Donc, l'approche psychosociale est une approche globale qui vise en premier point la prévention de la malnutrition. Comment prévenir la malnutrition? Essayer de prévenir la malnutrition à la source, c'est-à-dire au niveau communautaire. Combattre d'abord les facteurs qui induisent la malnutrition. Pas les facteurs habituels seulement, tels que la pauvreté, les ressources, et comment on appelle ça, l'analphabétisation, et tout ce qui, en tout cas, est les problèmes économiques. Non, il y a aussi des facteurs psychologiques qui sont, je vous assure, des facteurs très importants que la majeure partie des programmes négligent. Donc, prévenir la malnutrition chez l'enfant. Ensuite, le deuxième point, c'est favoriser la guérison. C'est-à-dire, en cas de malnutrition, comment accompagner le couple mère-enfant jusqu'à la guérison de l'enfant et le suivre aussi jusqu'au niveau communautaire, en intégrant le papa. Le troisième point, c'est prévenir les rechutes et le retard de développement. C'est le point le plus important. Après l'accompagnement jusqu'au niveau communautaire, comment faire en sorte que cet enfant-là ne régresse pas, ne retourne pas dans la malnutrition où il était. Donc, la démarche de cette initiative, nous sommes basés sur des principes et des activités réalisées dans ce domaine. Donc, nous distinguons 5 principales activités. La première des activités, c'est l'accueil. Je parle bien sûr sous le contrôle des médecins. On dit que généralement, l'accueil guérit à 50% est malade. Lorsque la maman, déjà, le stress se vit au niveau communautaire. Le référencement au niveau des cadres, des centres de santé, des CSI. Lorsque la femme quitte chez elle, elle peut, dans notre contexte, je parle du contexte de Mayaï, elle peut faire plus de 30 km à pied, je vous assure. C'est une réalité. Elle peut faire une trentaine de kilomètres, arriver au niveau du CSI, dans l'intention de prendre les rations de plompinette de son enfant et de retourner. Et là, le chef CSI remarque que l'enfant, ça ne va pas, il faut le référer au niveau du crédit. Elle ne s'est pas préparée à ça. D'ailleurs, elle n'a même pas informé son mari. Il y a tous ces facteurs qu'on doit prendre en compte avant le référencement de l'enfant. Mais vous allez constater que le référencement même, il est brutal. On va dire, bon, je te prépare, tu vas au loup. Ton enfant est malade, il risque de mourir. Même l'approche qu'on utilise pour s'adresser à une mère, elle doit être baisée quand même. Donc on la transfère dans ces conditions-là. Il est possible que cette femme-là, elle n'a jamais vu de véhicule, elle n'est jamais montée dedans. Pire encore, peut-être elle n'a jamais vu l'électricité. Moi, j'ai vu ce cas-là, avec une peule qui a piqué une crise d'hystérie, croyant que ça va tomber sur elle. Donc, il y a beaucoup de paramètres qu'on doit prendre en compte en ce qui concerne l'accueil. Quand on accueille la femme, le couple mère-enfant, on essaye de les mettre en confiance, de créer un cadre sécurisant pour elle. En premier lieu,
avoir un bon accueil avec tous les sourires, tous les accompagnements, toute l'attention qu'il mérite. Ensuite, c'est d'essayer de la... Je ne sais pas comment utiliser les termes. Non, 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 c'est pas ça. Vous m'excusez, je cherche le mot. La soutenir, oui, 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 la soutenir au-delà de ça, de la mettre se sentir confortablement à l'aise et en sécurité avec nous. Ça, c'est le principe. Et en deuxième position, veiller à ce qu'on l'informe les procédures du traitement, de quoi souffre son enfant. La majeure partie des interventions, on amène l'enfant, on traite l'enfant, la femme elle est assise, elle observe seulement. C'est pas bon. Il faut qu'elle sache qu'est-ce qui se passe avec son enfant. Elle doit suivre pas à pas. Elle doit aussi respecter les règles du clinique. Nous sommes toujours au niveau de la première activité. Ensuite, ça suit les consultations par phase. Alors, les consultations par phase, à chaque phase de traitement de la malnutrition, il y a des activités. Par exemple, au niveau de la phase 1, l'activité à but psychosocial consiste à rétablir cette relation mère-enfant qui est cassée. On ne touche pas aux enfants. On considère qu'ici, les médecins font tout leur possible pour pouvoir stabiliser l'état clinique de l'enfant. Donc, on essaie vraiment d'encourager la mère, de la motiver, de la conseiller à ce qu'elle dorlote son enfant, elle chouchoute son enfant, en tout cas à s'adonner complètement au travail et à la prise en charge de tout. Elle a elle-même un médicament qui est propre à elle, dont ni les médecins, ni aucun agent de santé ne dispose. Et quel est ce médicament? C'est l'affection maternelle. Et c'est quelque chose, c'est un médicament qui est propre à elle. Elle doit l'utiliser pour aider son enfant à guérir rapidement. Donc, la prise en charge psychosociale au niveau de la phase 1, c'est en tout cas essayer de rétablir la relation mère-enfant. Donc, je continue. Ensuite, au niveau de la transition, nous rentrons dans la deuxième activité, la prise en charge psychomotrice. À ce niveau, la prise en charge psychomotrice, elle consiste à l'aide d'une grille d'observation qui a été validée par le club de pédopsychiatres du Niger, dont je suis membre. Cette grille d'observation, elle reflète les 4 R de développement de l'enfant, le développement moteur, le développement du comportement, le développement du langage et tout ce qui est le développement cognitif aussi. Donc, à l'aide de cette grille, on utilise les 4 R et on évalue pour voir parmi les R là, quelle R a été touchée par la malnutrition. Lorsque le trouble est détecté, on instaure un traitement à travers les séances de jeu-stimulation. Alors, la première des difficultés que j'ai rencontrées et dans cette initiative, c'est d'abord la méconnaissance de mon activité vis-à-vis de mes collègues. Donc, on dit, qu'est-ce qu'elle fait? Non, elle joue avec les enfants. Pour eux, je joue avec les enfants. C'était la première barrière, il fallait la casser. Donc, j'ai mis toute une année à essayer de convaincre les collègues que ça va au-delà du jeu, c'est un traitement. Je parle bien sûr sur le contrôle du professeur. C'est un traitement et si vous n'avez pas suivi de formation, ce n'est pas possible, vous ne pouvez pas le faire, vous ne pouvez que le tenter. Alors, la prise en charge psychomotrice, à chaque trouble détecté, nous utilisons un traitement à travers les séances de jeu-stimulation. Donc, en traitant l'enfant, nous arrivons à récupérer, c'est-à-dire les enfants qui ont perdu des acquisitions psychomotrices, par exemple, on peut prendre un exemple, lors de la malnutrition, l'enfant, avant sa malnutrition, il marchait normalement, mais avec la malnutrition, il se retrouve en position assise. Donc, il faut non seulement corriger la marche à 4 pattes, ensuite corriger la position et la marche autonome chez l'enfant. Alors, nous utilisons des jouets spécifiques pour pouvoir corriger ces différents troubles chez l'enfant. C'est la même chose. D'accord. D'accord, d'accord. Donc, à chaque trouble détecté, nous avons des jouets qu'on utilise pour corriger les troubles chez l'enfant. Ensuite, quand on décharge l'enfant, il rentre au niveau communautaire, on effectue une médiation sociale. Et la médiation sociale, dans le cadre de la prise en charge psychosociale, c'est en quelque sorte une clinique mobile. Et c'est une équipe du CRENI qui se rend au niveau communautaire, une équipe composée d'un médecin
et d'un superviseur qui est aussi notre médiateur, et d'un assistant nutritionnel chargé de faire les mesures anthropométriques, et de moi-même qui suis psychologue chargé de faire les paramètres psychologiques. Donc, on examine l'enfant sur les 3 paramètres. Le paramètre clinique qui est assuré par le médecin. Il consulte l'enfant, il voit sa santé. Si ça nécessite de donner des médicaments, on le traite sur place. Si ça ne va pas, on le réfère au niveau du CSI. Et si l'enfant est gravement malade, je suis désolée, on le remet dans la voiture, on l'amène directement au niveau du clinique. Ensuite, les paramètres nutritionnels assurés par le superviseur. Il contrôle tout ce qui est la prise des PPN, la bouillie enrichie et la purée de haricots, etc. Les mesures d'hygiène aussi. Et j'analyse tous les paramètres psychologiques. Je vérifie si réellement l'acquisition qui a été perdue, si elle a pu être récupérée, ou si la maman aussi a suivi les dernières consignes données avant de quitter le CRENI, c'est-à-dire de stimuler son enfant 2 fois dans la journée, matin et soir. C'est comme si vous donnez un médicament à un patient. Tu prends un comprimé matin et soir. Eh bien, le traitement par le jeu, c'est comme ça. Tu effectues les exercices matin et soir jusqu'à ce que l'enfant arrive à sortir et arrive à récupérer l'acquisition qu'il a perdue. Ensuite, la 3e activité, c'est les USC. Je dirais qu'elle englobe des sous-activités, si je peux le dire, à commencer par les sensibilisations. Nous utilisons les boîtes à images, nous utilisons aussi la télévision. Nous projetons des séances et des films sur l'espacement de naissance, l'allaitement maternel, la malnutrition. J'étais vraiment très contente quand l'équipe de Mauritanie avait parlé de l'implication des imams dans comment on appelle ça, la sensibilisation sur la malnutrition. Je me suis retrouvée en vous et je me suis encore retrouvée plus dans l'approche du Mali avec leur concept de groupement féminin. Donc c'est pour vous dire ici que l'appui psychosocial, elle a la même mise sur toutes les activités, que ce soit la sécurité alimentaire et la WASH, la santé et nutrition et la mobilisation communautaire. On intervient dans tous les domaines. Donc, ensuite, nous effectuons aussi des séances de démonstration culinaire. Nous avons 2 principales repas, c'est-à-dire la bouillie enrichie, la purée des haricots. Et récemment, j'ai introduit ce qu'on appelle le moringa, le plat moringa et mil. C'est une préparation que j'ai récemment apprise lors de mon voyage d'études au niveau du département de Guéchémé, c'est au Niger. Donc, j'ai initié aussi cette activité au niveau du CRENI. Alors, la 4e activité, c'est l'intégration CRENI-maternité. Alors, cette activité, elle est partie suite à une observation. Je me suis rendu compte en 2016, je l'ai créée en 2016, je me suis rendu compte au CRENI, la majeure partie des femmes qui viennent, et elles sont enceintes avec des enfants de moins de 24 mois. Et si elles ne sont pas enceintes, elles sont allaitantes avec des enfants de moins de 24 mois. Si elles ne sont pas enceintes allaitantes, c'est peut-être la grand-mère qui a amené l'enfant. Et vous posez à la grand-mère, où est la mère de l'enfant? Elle va vous répondre, elle est à la maison. D'accord. Elle est à la maison et elle est enceinte ou bien elle allaite un nouveau enfant. Donc je dis, dans ce cas, la planification là, ça ne va pas. Donc j'ai jugé utile d'intégrer le CRENI à la maternité. On sensibilise les femmes sur la planification familiale. Nous avons un film qui a été réalisé par MSF et qui utilisait effectivement les versets coraniques. Et c'est en langue Hausa aussi. On montre l'imam qui ouvre le Coran et qui lit, qui incite les femmes à faire l'allaitement jusqu'à 2 ans. Je parle sur le contrôle du professeur. Il y a des études scientifiques qui ont démontré que allaiter l'enfant jusqu'à 24 mois et vous aurez un adulte intelligent à l'âge adulte. Je parle sous votre contrôle, professeur. Il y a des études qui ont démontré ça. Alors je continue le temps. Ensuite, donc on parle à la maternité, c'est la responsable qui nous reçoit.
Donc, elle fait le counseling avec les femmes et c'est à elles d'adopter la méthode qu'elles veulent choisir. Ensuite, intégration, training, protection de l'enfant. Et là, c'est une activité aussi que j'ai créée en 2017. Et elle est partie aussi suite à une observation. J'ai observé que les femmes, le manque d'appui des hommes, et les mettent dans des situations de dépression. Des dépressions qui ont pour conséquence le rejet catégorique de l'enfant. Des fois même, l'enfant est à l'origine de leurs problèmes conjugaux. Donc, elles ont tendance à vouloir maltraiter l'enfant. Je me dis, mais où est passé l'instinct maternel? Toucher à des petits chatons, vous allez voir, leur maman va vous agripper, ça c'est sûr. Mais dans ce cas-là, comment une mère peut rejeter son enfant? Je me suis posé cette question-là en tant que psychologue. Donc là, j'ai associé le service protection de l'enfant parce qu'il est de mon devoir de protéger ce genre d'enfants. Alors, elle m'appuie dans ce sens-là. À son tour, elle me réfère aussi des femmes qui sont en insuffisance de lait maternel avec des bébés de moins de 6 mois pesant moins de 2 kilos. Donc, à mon niveau, on les traite, c'est ce qu'on appelle les cas spéciaux, on les traite jusqu'à la production, le test sur la maman. On utilise notamment la farine de moringa pour la stimulation du lait maternel. Et ensuite, je les réfère encore au niveau de la protection de l'enfant, où elles vont bénéficier de chèvres laitières pour continuer l'allaitement de l'enfant au niveau communautaire. Donc, voilà, en gros, il y a des activités, mais je crois que... Oui? Ah, d'accord. Donc, récemment, et en 2019, j'ai créé l'activité intégration training et comité de protection judiciaire juvénile. Alors, là, c'est parti suite à une demande même de la justice et d'être appuyé par Action contre la faim dans le cadre de la prise en charge des enfants qui sont vulnérables. Alors, Action contre la faim au niveau de la base de Mayaï, ils m'ont délégué pour cette tâche-là. Et j'ai trouvé aussi l'occasion d'intégrer mes activités au niveau du comité de protection judiciaire. En faisant quoi? En participant à des séances, des caravanes de sensibilisation au niveau des communes et au niveau communautaire. On sensibilise la population sur tout ce qui est les conséquences du divorce chez les enfants et dans les paramètres et les abus sexuels, la délinquance juvénile et la malnutrition. On évoque, donc on a fait un film reflétant ces 4 paramètres. Et ça nous a permis en tout cas de sillonner les communautés, les communes, les 8 communes de Mayaï pour sensibiliser la population et surtout impliquer les hommes dans le... Désolé. Impliquer les hommes dans la prise en charge. Donc voilà, en chiffres, et vous pouvez constater que la malnutrition a beaucoup de conséquences, je l'ai dit. Il y a des troubles moteurs et des troubles de comportement. Rien que en admission, vous pouvez constater, nous avons admis 90% des enfants qui souffrent de troubles moteurs. 90%. Contre seulement 10% qui n'en souffrent pas. Vous risquez la disqualification. Alors, j'accélère. Oh, la question genre. J'ai beaucoup suivi avec attention vos interventions sur la question du genre. Et on dit autonomisation de la femme, donner le pouvoir de décision à la femme. Je suis d'accord. Autonomisation, oui. Le pouvoir de décision, oui. Mais en impliquant la sensibilisation par les hommes. Merci madame, j'étais émerveillée de voir cette approche-là avec le groupement féminin. Impliquer les hommes, parce que ça ne sert à rien. Vous voulez autonomiser la femme, mais commencez par la source du problème. Parce que dans la localité où je viens, je vous assure, le mari, c'est un dieu personnifié. Je suis désolée de le dire, mais c'est comme ça. Pour un homme, pour son mari, la femme est capable de laisser mourir son enfant. J'ai eu des cas comme ça. J'ai eu même quelqu'un qui est venu me dire, madame, c'est toi la maman des enfants? J'ai dit, paraît-il que c'est toi qui gardes ma femme pendant 1 semaine. J'ai dit, mais ton enfant est malade, il est sous oxygène. Bon,
tu me donnes ma femme, prête-moi ma femme pour 5 minutes. Tu ne demandes pas la santé de ton enfant. Non, 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 non. Moi, je te demande ma femme seulement. Je m'engueule toujours avec les hommes. C'est pour vous dire que la prise en charge psychosociale et surtout le bien-être psychologique dans le développement de l'enfant, ce n'est pas affaire de la maman seulement. Je suis désolée de le dire. C'est les deux en même temps. C'est les deux. L'enfant a besoin de l'amour maternel et de l'amour paternel pour évoluer, pour bien évoluer. Et encore plus si c'est un enfant malnutri. Donc voilà la valeur ajoutée. Je dirais que, d'après l'expérience que j'ai vécue, la prise en charge psychosociale a une valeur très importante ajoutée. Déjà à commencer par les activités de santé-nutrition. Vous allez constater qu'avec la psychosociale, il y a un gain de poids, la taille, le périmètre brachial. Et ça va au-delà. On dit que la malnutrition a des conséquences à court terme et à long terme. Et c'est à long terme qui est dangereux. Parce qu'à long terme, ça touche les facultés intellectuelles. Vous aurez des adultes retardés, je suis désolée de le dire. Et lorsqu'on a un adulte retardé, désolé, c'est une perte pour la famille. Au-delà de ça, pour la société. Au-delà de ça, c'est une perte générale pour le pays entier. Alors, je trouve que la vie psychosociale, elle a vraiment une importance capitale. Parce que être dirigé par... À l'avenir, on n'aura même pas de dirigeants, étant donné que la population est... Je suis désolée de dire, la malnutrition a tout emporté. Donc voilà, et ça c'est les chiffres après les traitements de l'enfant. Donc les bonnes pratiques, déjà commencer par la prise en charge psychosociale. Donc je disais tout à l'heure que nous avons la même mise sur tout, et à commencer par la pratique de l'ange, on sensibilise les femmes sur tout ce qui est l'allaitement exclusif, les aliments de complément. Ensuite, initiative Hôpital Ami des bébés. Là, nous l'avons récemment initié avec le ministère de la Santé. Ça consiste à faire un bon accueil. Les agents de santé doivent réserver un bon accueil aux malades, permettant en tout cas une bonne prise en charge de la malnutrition. Donc voilà quelques activités, les séances de stimulation. Et les activités, nous effectuons aussi les activités mère-bébé, les démonstrations culinaires et au niveau communautaire et par le biais de la médiation sociale. Ça nous permet vraiment de toucher les hommes. J'ai l'habitude même de faire des séances de sensibilisation dans la radio communautaire et en voulant toucher les hommes à chaque fois. Parce que ça ne sert à rien de vouloir prendre la femme et son enfant en charge tant que l'élément décideur n'est pas pris en compte. Je suis désolée de le dire. Dans nos sociétés, en tout cas, la décision finale, elle appartient à l'homme. Et quitte à ce que l'enfant va mourir, s'il dit que tu ne bouges pas, tu ne bouges pas. Voilà. Merci. Merci, ça a été long, mais elle a la passion de mieux expliquer son domaine de travail et vu l'impact positif que nous avons sur ces enfants et qui sont vraiment les devenirs, qui sont l'espoir de demain. Donc nous passons à l'activité, au fil. Bonjour tout le monde. Mon nom est Aboubacar Maria. Nous sommes actuellement dans un village intitulé Mayaï. C'est à 95 km de la ville de Maradi, c'est au Niger. Je suis agent de développement psychomoteur pour les enfants malnutris admis dans les centres de récupération nutritionnelle intensif appelés CRENI. Donc ici c'est notre base de Mayaï, action contre la faim. Je vais un peu filmer, vous allez voir. Je suis en chemin pour l'hôpital. Je vais rentrer. Bonjour, je vous présente l'équipe CRENI, à commencer par le boss même. C'est la majeure du CRENI. Bonjour major. Ça va bien.
Et ça, c'est les 2 assistantes nutritionnelles chargées de la préparation du lait des enfants. Là, c'est la maternité. Notre château d'eau qui alimente les prairies en cas de coupure. Ça, c'est notre jardin. On a implanté des plantes de moringa. On l'utilise aussi dans le traitement de la malnutrition. La malnutrition est une maladie qui affecte ici vraiment les enfants. Ça touche beaucoup plus les enfants que les adultes, les enfants de 0 à 59 mois. C'est un déséquilibre entre l'apport nutritionnel et les besoins de l'organisme. Donc chaque matin quand je rentre au service, je m'assure de faire le tour des différentes phases de prise en charge psychomoteur et essayer de détecter les femmes qui développent un certain problème psychologique vis-à-vis de la malnutrition chez l'enfant. Bonjour Madame Moussa, vous allez bien? Aujourd'hui, vous avez combien d'enfants aujourd'hui? 12 enfants? Ça dépasse les 12, hein? Mata, salam alaikum. Kuntash lahiya. Sunana Maryam Oyara. Dukun yi sallah lahiya. To madalla. Lahiya law. Je vous présente les femmes en phase 1 de prise en charge de la malnutrition avec leurs enfants malnutris. Nous venons d'admettre un enfant à l'instant, il est amené par sa grand-mère. Visiblement, ça ne va pas. Nous allons procéder aux procédures d'admission, faire les mesures anthropométriques et pouvoir admettre d'urgence l'enfant au niveau du crime. Madame Sirne, Tadao, Kumburi Adao. Je lui demande si la maladie est de retour, il dit oui. Donc là, au niveau de la transition, on considère que l'enfant est stable et la maman émotionnellement elle est posée. Là, c'est en ce moment-là que débute la première activité, la prise en charge psychomotrice. Donc, on utilise cette grille d'observation. Et en fonction du trouble détecté chez l'enfant, on instaure un traitement à travers le jeu. Il se débrouille pas mal, hein? Il n'arrive pas. Elle prend son TTL. Il est content celui-là. Aha. Kana dan mini? Bani inti. Dan wa min kadan. Ah, il veut me donner, hein. Dan wa mini kadan. Aha. Ah. Oui, voilà, d'accord. Donc, bonsoir à tout le monde. Oui. Donc, je voudrais d'abord remercier ACF de m'avoir associé à cet exercice et surtout de m'avoir confié une tâche pour accompagner l'activité d'intégration du volet psychosocial dans la prise en charge et la prévention de la malnutrition. Donc, c'est un processus qui a démarré il y a juste quelques mois
où effectivement j'ai fait des missions sur le terrain pour voir effectivement qu'est-ce qui se fait dans les programmes appuyés par ACF. J'ai fait Mayaï qui vient d'être présenté, j'ai fait Célibabi en Mauritanie, ensuite j'ai fait Matam aussi au Sénégal, pour voir quels sont les dispositifs existants et qui permettent effectivement d'intégrer ce volet psychosocial. Bon, c'est une problématique qui n'est pas nouvelle, bon, même si malheureusement bon, l'activité psychosociale est très peu, comment dirais-je, prise en compte dans les programmes de lutte, dans les programmes de prise en charge et de prévention de la malnutrition. Il y a eu beaucoup de recherches scientifiques qui démontrent effectivement l'influence du déficit de l'affection sur l'état nutritionnel souvent de l'enfant. Les travaux classiques ont été menés depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, avec les premiers travaux de Bowlby, de Spitz, qui effectivement sont occupés des enfants qui avaient perdu leurs parents et qui étaient effectivement mis dans des centres. Mais ils ont constaté que ces enfants ne se développaient pas parce que, alors qu'ils avaient toute la nourriture nécessaire. Mais il n'y avait pas l'affection. Les enfants en privation affective, effectivement, étaient effectivement dans des situations qui ne leur permettaient pas de se développer. Donc, ensuite, aujourd'hui, il y a énormément de recherches. Et surtout, avec la question centrale aujourd'hui qui tourne autour de la problématique de la petite enfance, où effectivement, on a compris que les bases de développement du potentiel humain sont dès les premiers, comme on l'a dit, dès les premiers 1000 jours. Le cerveau de l'enfant se construit durant ces premiers 1000 jours. Et le développement du cerveau, ce n'est pas seulement la nutrition, ce n'est pas seulement la santé de l'enfant, mais aussi c'est l'affection, c'est l'attachement de l'enfant vis-à-vis de sa mère, etc. Et c'est des relations réciproques. Donc, dans le cadre de ce programme, nous allons mettre en œuvre un manuel qui va permettre de faire des formations. Le manuel est en construction et en principe au début du mois d'avril, on va faire la formation des formateurs pour les pays, comment dirais-je, avoir lieu, parce qu'il n'y a presque pas de compétences dans ce domaine. Donc ce sera la première phase. Et ensuite, maintenant, aussi dans le manuel aussi va permettre d'avoir aussi non seulement des directives génériques de prise en charge de la question du volet psychosocial, mais on va essayer aussi d'avoir des protocoles standards qui permettent de prendre en charge ce volet-là, pas seulement au niveau des centres thérapeutiques de traitement comme les crédits, parce que même là où ça se fait, c'est généralement dans les crédits. Et l'enfant et les situations, en tout cas, comment j'ai observé sur le terrain, les enfants ne durent pas dans les crédits. Le maximum, c'est 2 semaines. La plupart font en moyenne 4 jours, 6 jours. Donc ce temps n'est pas suffisant pour vraiment permettre la réhabilitation de l'enfant du point de vue de son développement psychomoteur, etc. Donc il y a la nécessité d'avoir un dispositif qui va prolonger l'activité jusqu'au niveau communautaire, jusqu'au niveau des familles. Donc nous allons proposer, comment dirais-je, des protocoles au niveau des crédits, au niveau des crénances, au niveau des crénances, et jusqu'au niveau des familles. Comment aussi on peut apporter des informations à la famille, à la maman, et l'innovation sera surtout la valorisation du patrimoine culturel, parce aussi la stimulation de l'enfant dans toutes les cultures. Il y a des pratiques de stimulation, des chants, des berceuses, et ainsi de suite. Voilà, le portage, le massage, tout ça, ça existe
dans nos cultures, mais qui ne sont pas mises à profit pour effectivement aider les enfants à retrouver leur donc, il y a des méthodologies qui permettent effectivement de collecter ces informations, des travaux sur ces questions depuis un certain nombre d'années, et on s'oriente vraiment vers la mise en place de ce projet qui va apporter une valeur ajoutée dans les stratégies de prise en charge de la malnutrition. Donc, c'est vraiment très rapide, vu les contextes. Voilà. Mais bon, on va partager les documents et je pense bien que la communication va continuer. Le projet va intégrer. Donc, je vous remercie de votre attention. Je pense que vous n'avez pas de complément d'information, tout a été dit. Merci, rebonjour tout le monde. Donc, je suis le médecin-chef adjoint du district sanitaire de Keita. Donc, il faut le rappeler, notre partenaire de proximité, c'est ACF. Vraiment, Action contre la faim fait beaucoup de choses, en dehors même de la prise en charge de la malnutrition. Donc, il nous appuie en ressources humaines, en renforcement des capacités des agents de santé. Il y a également le volet hygiène-assainissement. Il y a beaucoup de choses. Voilà. Donc, il faut rappeler que la prise en charge, en fait, les activités de prise en charge de la malnutrition sont des activités intégrées au niveau des structures sanitaires, dans les CSI et au niveau des districts sanitaires. Cependant, bon, les moyens sont limités, mais heureusement, notre partenaire de proximité est là, voilà, qui nous appuie. Donc, en ce qui concerne la pérennisation, donc, il faut le reconnaître, hein, nous avons bénéficié de beaucoup de formations avec l'ONG ACF, donc dans le cadre de renforcement des capacités des personnels. Donc, en dehors des personnels d'appui que l'ACF nous donne, donc une fois que l'ONG va se retirer, nous comptons sur des promesses de recrutement du personnel, parce qu'actuellement, il y a des processus de recrutement qui étaient engagés. Sinon, ce que nous allons capitaliser, c'est vraiment les renforcements des capacités. Vraiment, nous avons eu des formations dans tous les domaines. Même au niveau de la prise en charge psychosociale, il y a eu vraiment des formations au niveau du personnel du CRENI, voilà, qui vont vraiment continuer l'activité de prise en charge psychosociale. Donc, il y a quelque chose qui me tient à cœur, c'est par rapport au relais communautaire. Parce que nous avons les agents de santé et puis après les relais communautaires. Donc, par rapport aux relais communautaires, il faut le redire, ils n'ont pas de rémunération. Donc, c'est comme les autres pays également. Cependant, les relais sont indispensables vraiment pour nos indicateurs. Donc, nous, au niveau du district sanitaire, ce que nous faisons pour motiver ces relais, c'est en les associant dans les activités des districts. Donc, tout ce qui est activités de mobilisation sociale, les sensibilisations. Donc, les relais communautaires là sont impliqués. Et à travers ça, ils se retrouvent. Parce qu'il y a dans toutes les activités, ils ont des par diem. Bon, bien que ce n'est pas suffisant, mais quand même, c'est quelque chose. Bon, toujours par rapport aux relais, ils ont été formés sur les pratiques familiales essentielles. Donc, vous savez, les pratiques familiales essentielles, il y a jusqu'à 13 concepts. Donc, parmi lesquels nous avons l'âge, nous avons le dépistage de la malnutrition, nous avons le suivi des grossesses, bon, surveillance des grossesses, donc les signes des risques des grossesses, l'accouchement assisté, il y a beaucoup de choses. Remarquez les relais font. Et par rapport au JAR, le JAR est également respecté. Par exemple, quand on prend les relais dans un village, on prend 2 relais, une femme et un homme, qui mènent les activités des relais. Donc pour terminer, vraiment c'est pour dire merci vraiment à ACF
franchement, l'ACF, au niveau de Keïta, c'est vraiment notre partenaire de proximité. D'ailleurs, le seul, vraiment, et qui nous appuie dans tous les domaines. Voilà, je vous remercie. Voilà, peut-être il y a quelques questions. Deux questions rapides parce qu'on est... Voilà. Et justement pour vous dire que ce projet, c'est un projet que ça rentre dans les modèles de travail d'Action contre la faim. Action contre la faim, on poursuit des solutions innovantes, toujours à côté de l'académie. On n'a pas fait un changement sans avoir l'évidence derrière tout ça. Le microphone, ça commence à être fatigué. Alors, mais justement, c'est pour faire ce rappel que ce type d'évidence, c'est déjà constaté. On a constaté tout l'impact qu'il y a, mais ça manquait toujours un modèle pour bien l'exprimer et les mettre en place. Et justement, c'est qu'on a trouvé vraiment une personne qui va nous aider à faire tout ce scaling up. Nous avons la confiance aussi de cette approche va changer les protocoles nationaux, parce que si on trouve tous les protocoles nationaux jusqu'à aujourd'hui, la dernière page de tous les protocoles, il y a quelques dizaines qu'on connaît même à la personne qui en a fait ce dizaines, mais c'est déjà un peu ancien. On peut dire que déjà on doit renouveler le discours de l'approche psychosociale et pas les laisser la dernière page. Peut-être les mettre dans la première page de tous les protocoles. Moi, spécialement, pas une question, mais c'est une occasion pour moi de demander vraiment à ACF au niveau de Mauritanie de profiter de cette expérience. Parce que moi, personnellement, j'ai fait quelques travaux au niveau de la psychologie de l'enfant, le développement de l'enfant. D'ailleurs, j'ai rédigé un petit livre sur ça. Malheureusement, c'est en polar, en peul. Et je crois que si on savait l'apport de cette psychologie psychosociale, on n'aurait pas laissé ce domaine de côté. On aurait commencé par là. Madame a parlé par exemple du développement postural. Moi j'appelle ça développement postural. Il a commencé par marcher à quatre pattes, alors que l'enfant commence d'abord à changer de position quand il est couché. C'est à partir de là. Donc avant ça d'ailleurs, on peut commencer à stimuler l'enfant. Vous avez parlé aussi du développement affectif. Moi je crois que le développement affectif là c'est très important. Pas seulement pour le développement de l'intelligence cognitive et tout ça, mais aussi le développement de cette petite personnalité qui va se construire petit à petit. Et là, vous n'avez pas parlé de, vous ne pouvez pas, le temps ne permet pas, à partir du sévrage par exemple. À partir de là, on peut perdre carrément son enfant, par exemple à partir de ce qu'on appelle de stress en stress, et surtout de ce qu'on appelle l'angoisse de séparation, parce qu'il y a l'attachement chez Freud et tout ça. Donc à partir de ce qu'on appelle l'angoisse, quand on dit angoisse, là c'est très grave, l'angoisse de séparation, l'angoisse du 8e mois, l'enfant, on peut carrément perdre beaucoup de choses. L'enfant peut arriver à ne pas téter sa mère, c'est pas parce qu'il n'a pas faim, mais parce qu'il est stressé, parce qu'il est angoissé. Il croit qu'il va perdre l'amour de sa mère, donc perdre beaucoup de choses. Alors que chez nous, l'enfant arrive à un certain niveau de développement, alors que nous, on n'est pas capable de savoir que l'enfant, il connaît par exemple la violence, il connaît par exemple la séparation, il connaît par exemple tout ça. Il est tellement angoissé, je dis que parfois il refuse de se nourrir, il est tellement angoissé, parfois il arrête de se développer. Si par exemple la mère, au niveau de la mère aussi, c'est que même à un certain moment de problème, de troubles, psychologique, névrotique et tout ça, et peut arriver à arrêter même de produire de lait. Vous voyez, donc ce qui est sur le psychique peut aussi avoir des impacts sur le corporel. Donc c'est le psychosomatique. Vous voyez, et donc pas seulement si on perd le côté affectif, pas seulement on peut perdre la croissance, mais on peut perdre aussi le développement intellectuel et même au niveau de la personnalité. Il y a tellement de choses à dire à ce niveau que moi je souhaiterais qu'au niveau de la Mauritanie, vraiment,
on arrive à appliquer ça. Pas seulement au niveau de Crénier, tout ça, mais aussi au niveau communautaire. Nous avons des animateurs qui sont là et pour expliquer aux femmes et aux hommes l'importance du développement affectif. Comme ça, les mères vont savoir que ce qu'on donne à l'enfant en l'allaitant, ce n'est pas seulement le lait, mais aussi beaucoup d'autres choses. Et on aurait aussi expliqué aux hommes que le fait de soutenir la mère va l'aider à produire de lait et aussi à donner de l'affection à son enfant et donc à grandir sainement. Et etc., etc. Il y a tellement de choses à dire. Moi, je dis, si on savait, vraiment, on n'aurait pas laissé ce côté-là de côté. Donc, moi, j'en appelle donc à CEF là-bas. Actuellement, je donne des cours de formation en sciences humaines. Dans ces cours-là, il y a anthropologie, sociologie, mais aussi au niveau de l'école de santé de Célibavi, sur la psychologie de l'enfant, son développement, etc. Donc, c'est un sujet qui m'intéresse vraiment. Merci beaucoup. Merci. Justement, une petite nouvelle. Au moment qu'ils vont finir le travail, on est en train de réfléchir de faire une session scientifique pour la présentation, qu'on profitera de peut-être chercher des personnes spécialistes dans les différents pays, parce que on va pas faire seulement une présentation comme d'habitude. On fera une présentation scientifique. On trouvera vraiment des arguments qui vont donner de solidité à un processus que ça va être long, mais ça va être sûr. Ouais? Voilà. Une autre dernière. Ça, c'est la dernière de la journée. Hein? Alors, attention, parce que ça, c'est la dernière parole avant d'une surprise que Fanta nous a préparée. Pas seulement Fanta. Antonio. Je remercie l'équipe du Niger pour cette expérience vraiment à partager. Effectivement, on oublie l'aspect psychosocial dans la prise en charge de la malnutrition. C'est écrit dans les protocoles, comme il y a des conditions aussi qui sont là pour soutenir ça également sur le plan financier. L'approche existe au Mali également. Surtout, il y a eu un document même sur la psychosociale, la stimulation précoce et cognitive des enfants. Le document a été élaboré par un professeur en pédiatrie de l'hôpital Gabriel Tourier de Bamako et professeur Salifou. C'est lui qui a fait le document. En ce moment, j'étais au niveau de l'URENI, de l'hôpital Gabriel Tourier. Bon, maintenant, ce que moi j'ai à dire à l'équipe, est-ce qu'ils ont prévu la confection des jouets traditionnels pour la pérennisation de ces actions au niveau communautaire? C'est la seule question que je vous pose également. Le temps est trop serré, on ne peut pas trop rentrer dans le détail. Oui, et bon, elle va compléter, Mariam. Donc, au tout début, pour l'activité, on utilisait les jouets modernes, mais on a vu que pour pérenniser, on a commencé à initier, à introduire les jouets qui sont faits au niveau communautaire de façon traditionnelle pour que les mamans continuent à faire le jeu, la stimulation au niveau communautaire. Donc, elle peut peut-être détailler ces différents jouets qu'on utilise de façon traditionnelle. Voilà. Merci, docteur. Effectivement, au niveau du CRENI, avant de décharger les femmes, nous avons une activité nommée fabrication de jouets locaux. Donc, on apprend aux mères avec des bouteilles en plastique comment mettre des petits morceaux de cailloux et créer une clochette pour pouvoir stimuler un enfant au niveau communautaire. En plus de cela, nous impliquons les mamans à s'adonner même aux activités de stimulation. Par exemple, en voulant la trottinette traditionnelle confectionnée à partir d'une planche, au niveau communautaire, ça n'existe pas. Donc, on invite la maman à ce qu'elle se transforme elle-même en trottinette. Vous m'excusez, hein, je vais faire la démonstration.
comment essayer de stimuler son enfant à la marche autonome. Donc elle va attraper les deux mains de son enfant. Voilà. C'est un exercice qui met en contact la mère et son enfant. Et ça aide vraiment l'enfant à vouloir développer la marche autonome. Donc on les insiste, on les invite à faire des petites activités parce que c'est ça qui manque au niveau communautaire. Elles n'ont pas le temps de s'amuser avec leurs enfants. Et si elles le font, on dit qu'elles sont sans vergogne. Voilà. Il y a aussi des critères culturels qui pèsent aussi. Donc quand une mère joue avec son enfant, on dit que celle-là, elle n'a pas honte, hein, elle joue avec l'enfant. Alors que pour nous, les psychologues, c'est un remède aussi. C'est une question très pertinente, hein, relative effectivement aux jouets traditionnels. Bon, même si sur le terrain, c'est difficile de trouver des jouets diversifiés, des jouets durables. Mais dans l'approche que nous voulons mettre en œuvre, c'est vraiment valoriser tous les éléments culturels qui participent à la stimulation de l'enfant, que ce soit les chants, les berceuses, et ainsi de suite. C'est extrêmement important et ce sont des choses qui commencent à disparaître. Les jouets aussi, c'est vrai qu'on va chercher à mettre en place un dispositif qui pourra permettre effectivement d'avoir des jouets traditionnels, mais aussi d'avoir des jouets adaptés, parce qu'il y a des types de jouets qui n'existent pas, qui n'existent pas sous forme traditionnelle, mais qu'il faudra adapter parce que ce sont des jouets qui peuvent aider au rétablissement de certaines fonctions chez l'enfant. Et dans le cadre de la formation, on va voir dans quelle mesure il sera possible peut-être de rajouter un volet sur la fabrication des jouets. C'est extrêmement important pour effectivement pouvoir permettre aux mères dans les familles, dans les communautés, effectivement à pouvoir confectionner ces jouets. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde. Bon, on clôture avec cette session et on va laisser les sessions qu'on a prévues à la fin pour demain matin. Comme ça, on sera plus à l'aise aujourd'hui parce que vraiment, ça a été un jour tellement sous-chargé, à niveau intellectuel aussi parce qu'il y a beaucoup de questions. Même aussi, on va pas faire une partie qui s'appelle restitution. On va vous envoyer à tous quelques questions que Pilar il a ciblées. Pilar il a ciblé quelques questions qui ne sont pas sorties aujourd'hui, mais que ça nous revient des questions clés que nous devons trouver des solutions. Pilar il va nous faire un email à tout le monde qui est dans la salle et peut-être demain on pourra avoir quelques réponses à ce type de questions. Ce sont, comme on dit, les devoirs pour la nuit. Hein? Voilà, petits devoirs pour la nuit. Bon, c'est presque tout parce que c'est fini. Tu es clair, c'est fini? Ou manque quelque chose? Il y a un dessert qui est prévu, mais c'était une glace au chocolat avec de la vanille, avec un peu de pistache, mais comme on a tellement attendu, ça a fondu. Malheureusement. On est en train de refaire une autre glace. Oui. Et on le garde pour une prochaine fois. Vous êtes d'accord avec moi? Ok. Maintenant, peut-être que je vais te laisser la parole pour faire la clôture de cette journée. Comme ça, moi, je vais retourner dans la cuisine pour retravailler sur la glace. D'accord. Peut-être vous avez bien compris les jeux qu'on est en train de faire. On doit traîner quelques minutes parce qu'il y a quelque chose qu'elle est en train de cuisiner. Alors,